Et vous allez voir que l'industrie, l'innovation et la mode peuvent se rencontrer et faire très bon ménage. Merci d'applaudir nos témoins, Rebecca Konings, Romain Chabert et Stéphane Sibert, s'il vous plaît. Rebecca Konings, directrice commerciale de VK, qui a conçu un outil de travail bien particulier qu'on va évoquer dans un instant. Elle est donc accompagnée de Romain Chabert, le directeur général d'Airstar, et de Stéphane Sibert, le directeur du CEA, pour traiter donc de ce fameux thème de l'innovation et de l'industrie. Merci à tous les trois de nous rejoindre. Rebecca Konings, on découvre là les images de vos produits. On va rentrer très vite dans le concret, dans un savoir-faire bien particulier basé sur des mannequins robots. Tout à fait. On revient à la mode, mais pas exclusivement. Pas du tout, effectivement. Alors, EVK, nous sommes implantés au cœur de la région Rhône-Alpes depuis 2011. Et on est un expert français de la personnalisation des processus de l'industrie et de l'habillement. Alors, l'entreprise a été créée par Audrey-Laure Bergenthal. Et nous sommes spécialisés dans les technologies robotiques liées à la morphologie et au biomimétisme. Alors, l'idée de base, en fin de compte, c'est que nous développons la nouvelle génération des traditionnels mannequins en bois, qui utilisent, par exemple, les couturières, les tailleurs, etc. Parce que nous sommes partis du constat que ces mannequins sont vraiment très peu représentatifs de la réalité morphologique d'un corps humain. Et c'est pourquoi nous avons développé des mannequins robots connectés et évolutifs qui sont capables, en fin de compte, de reproduire vraiment les formes du corps humain en moins de 30 secondes. Donc concrètement, j'entre les mensurations que je veux et le robot s'adapte en fonction... Tout à fait. On voit des images là, tiens. Le mannequin robot, il est piloté par un logiciel dans lequel on peut rentrer les mesures et des mesures de corps, des mesures de vêtements. Et donc, on peut reproduire vraiment au plus près la morphologie en tenant en compte, par exemple, l'âge, mais également les origines. Donc, on peut, avec le Eminio, qui est le mannequin que vous voyez sur les images, on peut reproduire près de 80% des morphologies féminines aujourd'hui, de femmes type européennes ou asiatiques. Ouais, vous me disiez même qu'on peut même reproduire la posture. Hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins voûtés, plus ou moins cambrés. On peut en fait, le robot il peut évoluer soit en intégralité, donc on peut passer d'un 36 à un 38 ou à un 42, comme on veut, mais il peut également évoluer par zone. Donc on peut tenir compte de certaines évolutions du corps avec l'âge, mais aussi, par exemple, quelqu'un qui est sportif, qui fait un 38 n'a pas du tout la même morphologie que quelqu'un qui fait un 38 mais qui n'est pas sportif. Bon, cette idée, vous l'avez dit, elle est née dans la Drôme encore, à Valence. D'où elle est partie, cette idée? Alors, elle est partie, en fin de compte, c'est vraiment l'idée de notre fondatrice, aujourd'hui présidente de VK, Audrey-Laure, qui à la base a fait des études de droit et de l'histoire, qui a fait un passage dans un cabinet d'avocats pendant quelques temps et qui s'est vraiment intéressée de près à comment sont fabriqués les vêtements. C'est là où elle a eu l'idée que ça ne correspondait pas du tout et qu'il y avait vraiment des choses à faire. Donc, elle a décidé d'interrompre et de ne pas poursuivre son 3e cycle à Harvard et de faire une formation de modéliste. Ça alors, l'aventure, l'esprit d'entreprendre prend souvent des formes étonnantes. Bravo. Évidemment, il y a des tas d'évolutions possibles dans ce produit. On imagine les secteurs dans lesquels ça peut. À la base, c'était vraiment dédié pour la mode, donc haute couture, prêt-à-porter. Mais quand on a commencé à présenter notre produit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de domaines spécifiques qui peuvent vraiment avoir un intérêt avec notre produit. Par exemple, il y a le médical, si on pense au corset qu'on peut avoir par rapport à des scolioses, etc. Il y a le sport et également l'armée, la sécurité, parce que, pour donner un exemple, les gilets pare-balles, qui sont aujourd'hui conçus sur la base d'un buste homme, protègent vraiment pas bien les femmes.
parce qu'en fonction de leur poitrine, ça couvre plus ou moins. Et notre mannequin permettrait vraiment d'adapter et d'assurer une meilleure sécurité. Et on peut aller beaucoup plus loin. Rebecca Konings, on est là pour parler du Made in France. Ces robots, ils sont produits, 100%. Alors conçus à Valence, j'ai bien compris, mais produits à Valence? En fait, ils sont 100% made in France. Et la grande partie de la fabrication a effectivement lieu à Valence. Tout à fait. Merci, bravo en tout cas pour cette Merci à vous de nous avoir reçu. Belle illustration. Alors c'est un sujet, l'innovation, et on voit bien comment l'innovation est en train de changer les modes de production et combien il y a des choses formidables. Les assises du produire en France qu'a organisé le label Origine France Garantie avaient pour thème cette année de la French Tech à la French Fab. Et je pense que le défi, c'est de faire en sorte qu'évidemment l'innovation reste chez nous et qu'on soit les premiers, et les Français sont un peuple imaginatif, à inventer les produits de demain. Mais notre défi, c'est qu'on fasse aussi, qu'on les fabrique, les produits de demain. Et qu'on garde l'ensemble et qu'on ne se contente pas de dire, avec une start-up, on va inventer, puis on ira faire fabriquer à l'autre bout du monde, mais qu'on garde l'ensemble de la chaîne de production. Là, il y a dans ces exemples-là quelque chose de tout à fait formidable, et on a hâte de voir votre robot en fonctionnement. Alors, quelques chiffres quand même pour planter le décor. L'industrie manufacturière représente 10% du PIB français contre 20% il y a 20 ans, donc un recul considérable, avec un chiffre d'affaires de 870 milliards d'euros. Les 235 000 entreprises industrielles emploient aujourd'hui 2,7 millions de salariés et génèrent 28 milliards d'investissements par an, donc un poids considérable, on le voit. Et sur le podium, eh bien, on trouve la chimie-pharmacie, l'agroalimentaire et l'automobile. On y revient. Parmi ces industriels innovants, et vous allez voir qu'on reste un peu dans la couture, il y a dans le Grésivaudan Airstar. Romain Chabert, merci d'être avec nous ce soir. Airstar, j'allais dire, les régionaux de l'étape connaissent bien, fondé par votre papa à Champré-Froge, en Isère, où vous produisez d'ailleurs toujours ces fameux ballons éclairants. Tout est parti de là. Oui, tout est parti de là. Vous êtes mondialement connu pour ces ballons éclairants qui équipent le cinéma, les travaux publics, l'événementiel, qui ont connu un succès considérable. Et vous vous orientez maintenant vers l'aérospatial, une nouvelle aventure, un nouveau développement. Un nouveau développement, toujours basé sur des technologies développées en France, un savoir-faire bien français de confection. Donc effectivement, aujourd'hui, Airstar, c'est une PME née à Grenoble. On fait des ballons, globalement, donc dans le domaine de l'éclairage, et puis plus récemment dans le domaine de l'aérospatial. On a une centaine de collaborateurs en France, et parmi ces 100 collaborateurs, il y en a aujourd'hui 50 qui travaillent dans le domaine de l'aérospatial, où je crois que voilà, on voit des images. Donc effectivement, on produit des ballons qui vont aller voler dans la stratosphère ou dans la troposphère, et qui vont avoir des missions de défense, des missions de sécurité ou des missions scientifiques. Et puis le marché de demain, c'est le marché de la télécom. Voilà. Alors là, on est vraiment sur, moi ce qui va m'intéresser, c'est le savoir-faire, parce que là, on est sur un savoir-faire made in France, qui vient d'ailleurs d'une entreprise de Toulouse que vous avez reprise. Tout est parti de là. Alors, disons qu'on a repris en 2015 une entreprise qui était en redressement judiciaire à Toulouse, qui avait 27 salariés, qui était spécialisée dans le domaine du stratosphérique et du spatial, où on fait des choses un petit peu extraordinaires, parce qu'on fait des ballons absolument gigantesques. Le plus gros ballon qu'on fabrique, il fait 1 200 000 m3. Rendez-vous compte, c'est 120 ou 130 mètres de diamètre, donc c'est gigantesque. Et en fait, cette société, on avait incubé tout un tas de technologies à Grenoble qu'on est venu ajouter dans cette société, notamment des ballons captifs, et qui nous ont permis aujourd'hui de la développer, je dirais, modestement. Mais effectivement, aujourd'hui, on est rang 1 de tous les grands donneurs d'ordre, de par notre savoir-faire et notre unicité. Qu'est-ce qui est produit en France ou à l'étranger finalement quand vous faites comme ça un gros ballon ou même des ballons éclairants? Je disais, on n'était pas loin de la couture. Au départ, c'était ça finalement. Absolument. On est des confectionneurs, c'est notre métier de base. Donc on a la couture, mais on a d'autres technologies. Pour l'aérospatial, ça sera un peu plus compliqué. On parle d'optonique, on parle de télécom, de radar, de choses embarquées. Oui, mais compliqué. Oui, mais il y a toujours la confection au départ. Et le savoir-faire de confection est complexe. Et il amène une différenciation technologique, je dirais mondiale, quand on le fait bien. Maîtriser un procédé, c'est compliqué. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qui est produit en France? Le tissage, pour partie, est produit en France. Maintenant, aujourd'hui, on est dans la haute technologie, donc on doit travailler avec les meilleurs. Et les meilleurs ne sont pas toujours en France. Donc quelquefois, il faut aller les chercher ailleurs. Et il y a des savoir-faire qui sont uniques. Et voilà. Alors évidemment, avec cette nouvelle orientation vers l'aérospatial, on imagine certains marchés qui s'ouvrent à vous. Vous étiez présent au Salon du Bourget à Paris avec un ballon captif en démonstration.
Oui, absolument. Nos ballons sont utilisés dans le domaine de la défense beaucoup. Et donc, jusqu'alors, on avait un marché qui était relativement confidentiel et on a profité du Salon du Bourget pour dévoiler les technologies qu'on avait développées et quelque part s'ouvrir, mettre un pied plus large et je dirais plus médiatique dans le monde de l'aérospatial et de la défense. Alors quand on travaille dans ce secteur de l'aérospatial, très rapidement on se trouve confronté à des géants du secteur, hein, et on pense évidemment à Thales. Comment est-ce qu'on fait valoir son savoir-faire de PME, même si c'est une grosse PME, face à un géant mondial? D'abord, ils ont pris ils ont pris des parts chez nous, en minoritaire. Et puis après, ce qui fait le dialogue, c'est que chacun respecte les compétences de l'autre. Et Thales, pour ça, est un groupe qui le fait. Airbus aussi, hein, avec qui on travaille. Donc, à partir du moment où on a un principe qui est de dire on préfère un gros gâteau à plusieurs qu'un petit gâteau tout seul, je dirais qu'on arrive à créer des nouveaux marchés et c'est ça qui compte. Voilà. Bravo, merci, bravo en tout cas avec vous. L'Isère illustre sa capacité d'innovation. C'est d'ailleurs, j'aime le rappeler, l'Isère, le premier département de France en nombre de brevets déposés par habitant. Et on va voir que ces technologies, elles sont essentielles pour évidemment porter notre économie et pour développer les technologies de demain. Les recherches technologiques, Stéphane Sibert, c'est le cœur de métier du CEA. Tout se jouera à l'avenir de toute façon sur les maîtrises technologiques. Il faut bien être conscient de ça. Voilà, tout à fait. Nous sommes convaincus que une grande partie des facteurs qui aujourd'hui font évoluer la planète, à la fois sur le plan économique et sur le plan sociétal d'ailleurs, la transformation numérique, le changement climatique, la démographie, la sécurité, dépendent finalement de la maîtrise d'un certain nombre de technologies. Et aujourd'hui, finalement, la plus grande compétition qui se produit dans le monde, elle a pour objet la maîtrise de ces technologies. Alors, on le voit à travers les acquisitions des grands majors américains ou chinois dont on parle à longueur de journée dans la presse spécialisée. Les fameux GAFA. Les fameux GAFA, bien sûr. Mais la France, de ce point de vue-là, n'est pas en reste. Je voyais ce matin que l'investissement des entreprises françaises dans la R&D a encore cru cette année à 33 milliards, ce qui est loin d'être négligeable. Mais le fait nouveau, c'est qu'avec cette complexité croissante finalement des technologies, les entreprises, même les plus grosses, ne peuvent plus tout faire elles-mêmes. Et donc on se tourne de plus en plus vers ce qu'on appelle l'innovation ouverte, c'est-à-dire que finalement, les entreprises collaborent avec leurs sous-traitants, en premier lieu, bien sûr, et puis aussi avec le secteur de la recherche publique. Et nous, c'est notre mission, finalement, que l'ensemble de notre recherche soit tournée, finalement, vers le transfert, in fine, vers l'industrie. Mais ça veut dire que cette concurrence mondiale, aujourd'hui, elle se fait sur la maîtrise des technologies. Et c'est sur la recherche de la technologie de demain, finalement, que se joueront nos savoir-faire de demain, et donc notre Made in France de demain. C'est bien ça? Absolument, et donc c'est très très important qu'en France, on s'assure la maîtrise d'un certain nombre de technologies qu'on pourrait presque qualifier de souveraines du point de vue économique. Si on ne maîtrise pas les technologies, par exemple des composants électroniques, eh bien on sera à la merci finalement de la concurrence étrangère. Si on ne maîtrise pas les technologies de la transition énergétique, on va peut-être passer à 50% de renouvelables, certainement même, mais ça va contribuer à une dégradation dramatique de la balance commerciale parce qu'on achètera tous les panneaux solaires ou toutes les batteries en Chine. Et donc, je pourrais évoquer également le domaine de la santé. Il va y avoir un développement formidable des dispositifs médicaux avec l'évolution démographique. C'est absolument essentiel que la France maîtrise ces technologies-là. Puis je terminerai par la sécurité, évidemment. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est l'élément peut-être le plus crucial pour le développement, finalement, la poursuite du développement numérique. Il faut que la France maîtrise ces technologies-là. Et la place du CEA, du coup, dans cette fameuse recherche ouverte que vous évoquez, c'est quoi? C'est un partenariat, une symbiose avec toutes les entreprises qui cherchent leur savoir-faire de demain? Alors, le CEA, c'est le plus grand acteur de la recherche technologique en France. 90% de notre activité se fait vers les entreprises françaises, donc on a et toute la production de savoir se fait bien entendu en France, principalement ici à Grenoble, mais aussi à Paris et à Chambéry. On a à peu près 600 partenaires industriels en France sur la totalité du territoire, et on fait en sorte d'équilibrer ces partenariats à la fois entre les grands groupes et les PME.
Donc on a à peu près 2 tiers de PME pour 1 tiers de grands groupes et de TI. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait peut-être pas suffisamment. Hein. On Ouais. imagine que le CEA collabore beaucoup avec les grands groupes. 2 tiers de PME. 2 tiers de PME. Et également une répartition équilibrée en fonction des filières industrielles. Alors, on nous associe souvent à la microélectronique parce que Grenoble, c'est évidemment inévitable. Mais en réalité, on travaille avec toutes les filières industrielles parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de différenciation dans ses produits. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, tous les deux. Et moi, on est sur un point très important. Vous balayez large autour du Made in France, mais sur celui de l'innovation, je pense qu'il faut qu'on casse ce qui était à un moment quand même une vision d'une partie du patronat. Vous vous souvenez de ce grand chef d'entreprise qui expliquait qu'on pouvait avoir des entreprises sans usines. Je pense que si on ne garde pas les usines, si on ne garde pas les lieux de savoir-faire, et c'est la 2e année où on ouvre plus d'usines en France qu'on en ferme. C'est très faible, mais enfin, la tendance commence à s'inverser. J'espère que les mesures qui pourront être prises vont accompagner cette tendance. Mais c'est très important au regard des changements technologiques qui, de toute façon, devront s'appuyer sur des savoir-faire industriels multiples. Il y a des exemples magnifiques autour de cette table. Et donc, il faut que nous plaidions pour la France des usines. Il faut que nous plaidions pour l'emploi, naturellement, mais aussi parce que le monde de demain, il passera par ces savoir-faire industriels et que ces savoir-faire industriels, si on les a perdus, comme c'est le cas, vous avez parlé des panneaux solaires, on ne peut plus acheter de panneaux solaires français. Mais ça va peut-être bientôt changer, puisque vous avez entendu l'annonce de Photowatt dans notre région, en Isère, à Bourgoin, qui installe 500 mégawatts de capacité de production. Aujourd'hui, et c'est le défi de la France, c'est le défi de l'Europe, parce que derrière, vous l'avez dit très justement, monsieur le directeur, c'est notre souveraineté qui est en jeu. Et au fond, dans le Made in France, il y a le sujet de la souveraineté dans un monde de concurrence. Je crois qu'on a trop oublié au cours des 30 ou 40 dernières années que nous étions dans un monde de concurrence. La technologie nous le rappelle, et la souveraineté, c'est de garder les savoir-faire. Et parmi les partenaires du CEA qu'on évoquait, il y a l'entreprise Excel. On en a parlé aussi tout à l'heure en évoquant le Nord-Isère, leader mondial du tissage carbone. Écoutez, Thierry Merlot, c'est le président d'Excel pour l'Europe, pour l'Asie-Pacifique et pour le Moyen-Orient. Je m'appelle Thierry Merlot. Je suis président pour le groupe Excel Corporation pour l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, Afrique. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui par la vidéo dans le cadre des rencontres du Crédit Agricole. Donc, le groupe Excel Corporation est un groupe américain, leader mondial des matériaux composites avancés, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 23 usines dans le monde, dont à peu près la moitié en Europe, 6200 personnes. Le groupe Excel, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 90% à destination de l'aéronautique, 10% des marchés industriels, l'énergie avec Vestas, qui est le leader mondial des pales éoliennes, et également des développements dans le sport et le loisir, le ski, et je sais que la région Isère et Grenoble est très très forte dans ce domaine, et également dans l'automobile, un marché à fort devenir. 23 sites dans le monde, 5 sites français du groupe aujourd'hui sont principalement installés en Auvergne-Rhône-Alpes, un site dans l'Ain, à Dagneux, où je suis basé, sur l'autoroute de Genève, un site sur lequel je vous parle aujourd'hui, au sein de notre laboratoire d'application, un centre de recherche, aux Avenières, sur l'autoroute de Chambéry. Un site qui est en construction finale, qui vient juste de démarrer, à Salers-sur-Sanne, en Nord-Isère, où nous installons une nouvelle unité de fabrication de fibres de carbone et de son précurseur, 200 millions d'investissements lancés en 2014. Nous sommes les fils, ou même les petits-fils aujourd'hui, de soyeux lyonnais, de grandes familles, Brochier et Génin, et Excel a consolidé l'ensemble de l'industrie composite dans les années 96-97 pour former le leader mondial ici. Ce savoir-faire textile, ce savoir-faire de soyeux, et en fait a donné l'origine au tissu technique, force d'ailleurs de l'Isère, et du Nord-Isère en particulier, avec des grandes sociétés comme Porsche, comme Ferrari qui sont installées, qui sont nos collègues et voisins dans ce secteur. Ce savoir-faire qui était de tisser de la soie a été conservé pour tisser du verre dans les années 50 à 60, tisser de la fibre de carbone. Et combinant avec la chimie de la région, on a créé le marché du matériel composite. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes installés fortement dans cette région. Un des critères importants de s'installer en Nord-Isère pour notre nouvelle unité de fibre de carbone, mais également pour les extensions que nous sommes en train de faire sur le site des Avenières, l'extension de notre usine de tissage de carbone. Un critère fondamental est évidemment l'emploi,
la proximité avec les compétences et les talents dans la région. Sur l'ensemble de nos sites français, 500 millions d'euros de ventes, 60% sont destinés à l'exportation, principalement pour nos clients aéronautiques dans le monde entier. La France est reconnue en particulier dans le domaine de l'aéronautique. C'est un domaine d'excellence, c'est notre premier marché. Nous investissons lourdement aujourd'hui en recherche-développement. Nous venons de lancer aussi en mars 2017 un nouvel investissement important de 3500 m² de centre de recherche que l'on va installer sur notre site des Avenières pour développer des technologies de rupture pour les avions du futur. On raisonne à 7 à 10 ans dans l'aéronautique pour les avions, pour Airbus, pour les moteurs, pour Safran, pour Dassault, sur des technologies encore plus innovantes et aussi plus économiques, permettent d'augmenter les cadences. Technologies qui vont aussi pouvoir s'étendre aussi peut-être demain à l'automobile, ou l'automobile, les taxis volants, qui est aussi un hybride finalement entre l'aéronautique et l'automobile. On va beaucoup travailler dans ce domaine, on a beaucoup de relations effectivement dans la région, aujourd'hui avec des universités. On a une chaire industrielle avec l'école des mines de Saint-Étienne. Nous avons des doctorants avec le CEA de Grenoble, effectivement, dans le domaine des piles à hydrogène. L'énergie se reçoit un point important. La recherche, l'innovation d'aujourd'hui, ce sont les savoir-faire industriels de demain. Et Yves Gégaud nous le disait, la souveraineté de notre pays, la souveraineté industrielle. Merci beaucoup à Stéphane Sibert, merci à Romain Chabert et à Rebecca Koenigs. Merci pour vos témoignages. Le Made in France peut aussi s'appuyer sur une autre filière pilier, réputée pour être par définition non délocalisable. C'est le tourisme et chez nous en particulier la montagne.